Bonsoir Alain Soral. Bonsoir. Merci de nous accorder cette interview. En tant qu'auteur du livre qui analyse les dérives de la télévision publique et qui s'appelle Ils ont tué la télé publique, je vous ai contacté afin d'avoir votre analyse sur ce qui vient de vous arriver par rapport à l'émission Riposte. Alors, donc je vais faire un bref rappel des faits pour nos auditeurs. N'hésitez pas à m'arrêter si je me trompe. Donc, le 25 février 2007 a lieu une émission de Riposte sur France 5 sur les intellectuels en campagne. Vous êtes sollicité par Jennifer Schwartz de l'équipe de Riposte pour savoir si vous seriez disponible pour cette émission. Finalement, oui, jusque-là c'est juste. voilà. Donc finalement, après une discussion au téléphone avec vous, elle refusera de vous inviter à cette émission. Alors moi, je l'ai contactée pour lui demander pourquoi, et elle m'a répondu que vous étiez trop caricatural, que vous étiez trop sulfureux, et surtout que vous n'étiez pas à la hauteur des autres intellectuels invités sur le plateau. Ah, c'est ce qu'elle vous a dit, elle? Oui. C'est marrant parce que moi, elle m'a dit que le problème, c'est que si je venais, le débat allait se focaliser sur moi. Voilà. Aussi, oui, elle m'a dit ça aussi, en effet. D'accord. Voilà. Parce qu'elle, elle a les moyens à 28 ans, avec son CV, de savoir si je suis au niveau ou pas intellectuel des autres. Et c'est assez drôle, ça, comme... Il y a des gens qui doutent de rien, quoi. Ah. Alors, J'ai publié 9 livres, elle, j'aimerais bien savoir ce qu'elle a fait, à part Sciences Po, une école de journalisme. Mais bon. Alors d'ailleurs, on peut voir qui étaient les intellectuels en question. Allez-y. Donc il y avait deux soutiens à Ségolène Royal, dans les personnes de Benjamin Stora et Philippe Solers. Il y avait un soutien à Nicolas Sarkozy, donc à la MINC, un soutien à l'extrême... Un intellectuel à la main. Pareil. Par avoir perdu des procès pour plagier, surtout un homme d'affaires, non? Enfin, je sais pas. Effectivement, il a été condamné lourdement. Je crois que c'est la plus lourde condamnation pour plagiat dans La l'histoire. fois où il s'est fait prendre, quoi. D'accord. Donc il y avait un soutien à l'extrême gauche, d'une manière générale, Dan Frank. Ouais, c'est un intellectuel aussi, Dan Frank. Voilà, c'est un romancier, non? C'est un romancier. Ou un scénariste, enfin, c'est pas un intellectuel non plus. Ouais, c'est un romancier, oui. Et puis un soutien à François Bayrou, Jean-François Kahn. Ouais. Et puis Alain Finkielkraut, donc il s'est exprimé clairement contre Ségolène Royal et contre Jean-Marie Le Pen, et plutôt pour Nicolas Sarkozy. Et ouais, il n'ose pas dire qu'il soutient Sarkozy, ça lui fait mal. Mais enfin, il voudrait qu'on comprenne, mais qu'il n'ait pas à le dire, quoi. Il ne veut pas qu'il y ait d'amalgame, en effet, entre sa personne et le ministre de l'Intérieur, candidat président du Conseil général des Hauts-de-Seine, voilà, président de l'UMP. Donc il n'y avait pas d'intellectuel soutenant le Front National. Donc le candidat était pourtant présent au second tour en 2002, alors qu'il y avait deux soutiens au PS, donc le candidat n'était pourtant pas présent à ce second tour, sans parler des autres courants qui ont tous fait moins de la moitié du Front National. On est d'accord là-dessus? D'ailleurs, pour rebondir, je trouvais qu'aujourd'hui, il y avait un article de Parisien, où il y avait marqué en gros les people qui soutiennent des candidats. Et il y avait marqué qu'il n'y avait aucun soutien pour Le Pen. Il y a marqué Le Pen ne soutient aucun. Donc voilà, personne ne soutient Le Pen. Et en plus, il s'était permis de faire une fausse interview de Dieudonné, qui d'ailleurs a corrigé sur son site Les Ombres ce soir, en faisant dire à Dieudonné qu'il votait pour Beauvais, alors que Beauvais a refusé son soutien, et qu'en fait il était allé au BBR parce que c'était ouvert et pour aller voir les racistes de presse. C'est-à-dire qu'ils ont carrément fabriqué une fausse interview de données, un droit de réponse et un communiqué de presse. C'est pour vous dire où ils en sont, même aux Parisiens. Hein. Mais vous ne soutenez pas... C'est grave, quoi. Vous ne soutenez pas le Front National vous-même? Si, moi je soutiens le Front National dans le cadre de l'Union patriotique, mais le Parisien, l'article est signé par deux personnes, inconnues au bataillon, mais en tout cas, il y avait marqué que un, Diodo soutenait Beauvais, ce qui est faux, et deux, que Le Pen n'avait aucun soutien dans le monde je sais pas quoi, dans le monde des intelligences et du spectacle, voilà quoi. Voilà le travail de journalisme en France, quoi. D'accord. Alors moi, en fait, je vais contacter Madame Schwartz parce que cette situation m'avait un peu, pour le moins surpris, disons, et sans pour autant partager les idées du Front National. Je pense qu'elles doivent être représentées à la télévision. Et alors Madame Schwartz m'a expliqué qu'elle n'avait pas cherché à inviter un autre intellectuel soutenant le Front National. Voilà, elle m'a par ailleurs assuré que c'est des... Que moi, mais en plus, comme il n'y a que moi et que je suis pas au niveau, finalement, il n'y en a pas, quoi. C'est bien. Si, mais alors je lui ai parlé d'Alain de Benoît, mais elle ne le connaissait pas, par exemple. Ah oui, parce qu'elle a tellement le niveau qu'elle ne sait même pas qui est Alain de Benoît, quoi.
C'est quand même un type qui a publié une trentaine d'ouvrages, traduit en plusieurs langues, mais il est quand même, lui, un vrai intellectuel. Alors, une bibliothèque et une intelligence, qui avait fait d'ailleurs une très bonne interview de moi dans Éléments qui s'appelait Alain Soral, un intellectuel de gauche qui dérange la gauche. Mais ça serait un vrai sujet de savoir que maintenant, les journalistes politiques qui sont envoyés pour discuter de politique avec les gens comme moi sont systématiquement des gamines de moins de 30 ans. Hein, bientôt, ça sera des enfants, quoi. Je veux dire, là, il y a une vraie stratégie politique. Hein. C'est la théorie de la jeune fille, c'est mon bouquin vers la féminisation, c'est le concept de la nouvelle femme en Amérique dès les années 30, dont parle très bien Hobsbawm. Si vous lisez mon bouquin vers la féminisation, j'explique très bien qu'il faut la jeune fille bourgeoise de gauche, et c'est l'idiote utile par excellence du système. Elle n'a même pas besoin de faire d'efforts pour être 100% moule. Les filles, parce que systématiquement, quand on voit maintenant des intervieweurs politiques, notamment l'autre jour c'était Obscène, c'était Le Pen face à deux idiotes, on voit un homme qui a 50 ans de politique, face à deux gamines de moins de 30 ans, qui pourraient aussi bien animer le top 50, hein, et qui lui rentrent dedans avec un irrespect qui est répugnant, quoi. Je veux dire, c'est la démocratie est malade. Hein. D'accord, donc je vous sens quand même bien en forme, malgré ces deux désinvitations en fait. Mais je vais juste finir mon rappel des faits pour que vous puissiez donner votre analyse plus complète. Donc, en fait, Madame Schwartz m'a par ailleurs assuré que cette décision... C'est Mademoiselle Schwartz, à mon avis. Hein. Ah oui, oui, pardon. Elle m'a par ailleurs assuré que cette décision de ne pas vous inviter relevait du choix de la rédaction de Riposte et pas de celui d'autres invités à cette émission. Voilà. Oui, parce que d'après ce que je sais, Moati n'était même pas tellement au courant que j'étais invité des invités. Donc il avait dû avoir un travail de ses auxiliaires d'invitation. Et puis parce que lui, il se trouve qu'il était en même temps que moi à Lille, fond de Lille. Donc il y était le samedi et le dimanche. Donc à mon avis, il a dû rentrer vite fait en TGV ou en avion pour animer son émission. Et c'est pas lui il n'a pas dû préparer grand-chose, je dirais. Donc, parce qu'il n'était pas au courant ni de mon invitation, ni de ma désinvitation. Oui, apparemment, c'est ce qu'elle dit aussi. Et alors, par contre, elle m'a assuré que tout cela rentrerait dans l'ordre, puisque vous, Alain Soral, seriez invité ce dimanche 11 mars pour une autre émission, en face d'Olivier Besancenot cette fois. Or... Oui, d'ailleurs, c'est pas elle. C'est Moati qui s'était engagé auprès de Jean-Michel Dubois. Jean-Michel Dubois qui lui a dit que j'avais été pressenti et pas invité à cette émission et qui a dit je le referai inviter très vite. Donc c'est Moati qui s'était engagé auprès de Jean-Michel Dubois qui est un des bras droits de Jean-Marie Le Pen, puisque tout ça, cette petite conversation a eu lieu en petit comité au moment de la convention de Lille. Hein. D'accord. Voilà. Alors, vous avez bien été invité, ce que vous venez de révéler sur votre site internet, mais pour la deuxième fois, vous avez été annulé. Alors cette fois parce que votre principal débatteur, Olivier Besancenot, a refusé de débattre avec vous, ce qui est d'ailleurs son droit. Voilà. Bon. Ouais, ça c'est ambigu parce que c'était l'invité vedette en tant que candidat à la présidentielle. Il devait avoir des gens, selon le mode de l'émission, c'est que des gens se succèdent pendant 20 minutes pour lui porter la contradiction. Il devait y avoir quelqu'un du Front National et on avait choisi, dans le cadre de l'Union patriotique, Alain Soral, qui est un ancien membre du PCF et qui aurait pu lui porter la contradiction à gauche, quoi. Ouais. Et dans un premier temps, il paraît qu'il a accepté, puisque moi j'ai eu la jeune Jennifer Schwartz qui m'a appelé pour me dire, voyez, vous êtes invité. Je lui ai dit, ça m'étonnerait que Besancenot accepte d'être face à moi, parce que, à mon avis, il a que des coups à prendre, quoi. Et elle m'a dit, si, il est d'accord. Et puis elle m'a dit, je vous confirme ça très vite. Et elle m'a dit, c'est confirmé, j'ai reçu l'invitation. Et évidemment, une fois de plus, j'ai toujours raison. C'est-à-dire, hier, hier veut rien dire, je ne sais pas quand est-ce que vous diffusez, mais 2 jours après, elle m'a dit, j'ai une nouvelle nouvelle à vous annoncer. Besancenot plus catégorique sur le plateau, sinon il menace de ne pas venir. Il veut bien n'importe qui du Front National, mais pas vous. Voilà, Ouais. C'est assez étrange. Hein. Alors d'ailleurs, le Front National sera bien présent sur le plateau, hein, via son secrétaire général Louis Alliot. Oui, c'est Louis Alliot qui ira à ma place. Voilà. D'accord. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'après avoir rappelé Madame Schwartz, évidemment, j'ai été informé du fait que la LICRA, donc je rappelle pour nos auditeurs la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, avait contacté Riposte pour les informer que cette association vous avait intenté un procès. C'est faux, non, c'est faux d'ailleurs. D'accord. J'ai un procès qui m'a été intenté par une association qui n'est pas la LICRA, une association d'ailleurs qui n'existe pas. Et j'ai été envoyé au tribunal par le procureur de la République lui-même le lendemain de la manif à Ligny. Donc je pense qu'il y a sans doute toujours les mêmes procédés de glissement, d'amalgame
une certaine forme de, comment dirais-je, de pression psychologique qui est faite sur certaines instances. Et je me retrouve au tribunal, les parties civiles, peut-être la LICRA y est, mais en tout cas la LICRA ne m'a jamais intenté procès jusqu'à présent, et c'est pas eux qui ont déposé plainte contre moi. Donc ces infos me paraissent un peu bizarres, quoi. D'accord. Alors par contre, l'information selon laquelle la LICRA aurait contacté l'émission Riposte pour faire savoir qu'il y avait un procès contre vous, j'ai voulu en avoir le cœur net et donc j'ai appelé la LICRA. Qui vous a dit ça d'ailleurs? C'est la jeune Jennifer Schwartz Oui, tout à fait, oui. qui vous a dit ça. Moi, elle ne me l'a pas dit, par exemple. Oui. Ouais. Bah écoutez, Je ne suis pas au courant. et donc la LICRA, via son secrétaire général que j'ai eu en ligne, dément d'ailleurs avoir contacté la rédaction de Riposte, je cite, parce que l'insignifiance d'Alain Soral nous interdit de lui faire la moindre publicité et de nous préoccuper de ce bonhomme. Voilà. Ah bon, donc ils ne m'attendent pas de procès, ils ne seront pas partie civile à mon procès, si je comprends bien. Ça, je ne sais pas. Parce que mon Poser la question, puisqu'il a raccroché immédiatement. Pourquoi irait-on s'emmerder à faire un procès face à quelqu'un d'une telle insignifiance, hein? C'est bizarre, c'est que le mensonge est la règle systématique maintenant dans la communication, dans certains milieux, quoi. Je ne sais pas, enfin moi je ne sais pas ce qu'il en est. Bah, moi non plus, et d'autant plus que d'après ces deux déclarations, il y a forcément quelqu'un qui dit faux, puisque soit la LICRA a appelé, soit la LICRA n'a pas appelé. Donc, bon. En tout cas, on a ces deux versions. Enfin, la LICRA aurait, d'après Jennifer Schwartz, donc appelé pour faire pression sur la rédaction de l'émission en disant on ne peut pas inviter quelqu'un à qui la LICRA attend un procès, alors que la LICRA n'a soi-disant pas appelé, et qu'en plus, que je sache, la LICRA ne m'a pas intenté de procès, et d'après ce que vous dites, elle n'a pas l'intention de le faire, puisque je suis un être insignifiant dont elle ne se soucie pas. Donc, ouais, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà pour le rappel des faits. Première question, comment expliquez-vous l'attitude de la rédaction de Riposte, aussi bien sur la première que sur la deuxième émission? Eh bien, je crois que c'est un peu la même chose, c'est que je suis quelqu'un qui est dans des émissions et qui a été assez bien entendu, c'est-à-dire que j'ai la réputation d'être un bon client dans les médias parce que, entre guillemets, les gens m'écoutent quand je parle et ça provoque des réactions, souvent d'ailleurs favorables, et que les gens se disent que je suis quelqu'un qui a quelque chose à dire. Et je crois que c'est parce que je suis quelqu'un qui a quelque chose à dire et qui ose le dire, assez clairement et de façon assez bien argumentée, que systématiquement, enfin, c'est la troisième fois que ça m'arrive en 2 mois, les journalistes disent on pourrait inviter Soral, il a quelque chose à dire, il serait bon par rapport à tel sujet. On m'invite et au dernier moment je suis désinvité par des pressions, des trouilles. Donc là il y a un climat, il y a un contexte politique, c'est que j'ai trop de choses à dire et je les exprime trop, peut-être trop bien, pour avoir le droit d'être invité dans les médias français, quoi. Mais alors pour préciser peut-être ma question, je dirais comment pourrait faire une rédaction qui veut vous inviter, mais dont les autres invités se disent prêts à ne pas venir si vous êtes là, par exemple. Il faudrait déjà se poser la question de savoir comment quelqu'un qui est candidat à la présidence ou à autre chose et à qui qu'on invite dans une émission, en face de qui on met des débatteurs contradicteurs, pourquoi certains ont le droit de choisir leurs interlocuteurs et pas d'autres. Je vois pas que des gens, enfin je vois pas Le Pen dire je ne viens pas s'il y a tel ou tel intervenant face à moi. Hein. Mais moi ça m'est arrivé par exemple avec toujours le même genre de gens, des faux gens de gauche. C'est-à-dire, ça m'est arrivé avec Isabelle Alonso, qui systématiquement exigeait que je sois interdit de plateau là où elle était. Ça m'est arrivé avec Clémentine Autain, que j'ai ridiculisé 1 ou 2 fois, comme d'ailleurs Alonso, et qui systématiquement après refusait de débattre avec moi, et même une fois menacé Paul Vermus de quitter le plateau si j'étais là. Et lui avait tenu bon. Paul Vermus, finalement est un des types les plus courageux que j'ai rencontrés dans les médias. Ouais. Comme quoi, c'est pas ce qu'on croit souvent. Et puis, là, la dernière fois, effectivement, je devais être invité à une autre émission. C'est la chaîne qui a dit que c'était pas souhaitable dans un contexte électoral. Et puis là, 2 fois de suite, je devais aller chez Moati, et 2 fois de suite, je suis désinvité au dernier moment. Une fois parce que soit j'ai pas le niveau, soit c'est parce que le débat se serait focalisé sur moi, ce qui ne veut pas dire tout à fait la même chose. Et la deuxième fois parce que Olivier Besancenot, le révolutionnaire bobo, effectivement, qui avait accepté au départ, s'est déballonné à la fin. Et je crois, par mon avis, que lui n'étant qu'un animateur, hein, c'est un peu le Harley Flaguillet de la LCR. Je pense que les gens qui l'encadrent et qui sont peut-être plus formés que lui
lui ont dit qu'il avait que des coups à prendre et que c'est un débat qu'il ne pouvait pas gagner, quoi. Donc ils lui ont conseillé de refuser l'affrontement. En même Vous savez, temps, ces gens-là sont des boxeurs, des faux champions, des faux boxeurs qui ne boxent que dans des combats truqués. Hein. C'est les médias, quoi. en même temps, l'important c'était qu'il y ait quelqu'un du FN et pas forcément vous. Moi, je ne suis pas du FN, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'avais des arguments très précis. Schwarz m'avait demandé de lui évoquer en entretien préalable, donc parce qu'il faut voir que toutes ces émissions sont préparées, donc j'avais bien calmement et sûrement donné mes arguments face ce que je dirais face à Besancenot, qui étaient que des arguments techniques, politiques, etc., sur comment concilier la défense des emplois français tout en étant internationaliste, comment défendre le salarié français tout en étant pour les sans-papiers. Enfin, j'avais pointé du doigt des contradictions, comment dirais-je, inconciliables, qui montrait que Besancenot est un animateur, un type qui confond justice sociale et bonnes œuvres, et qui, à mon avis, s'abaisse au niveau de sa clientèle, qui est une clientèle, on va dire, d'étudiants petits bourgeois qui cherchent un supplément d'âme au moment de leurs études et qui n'ont pas vocation à s'engager durablement dans la politique. Et peut-être que c'est parce que ses supérieurs ont compris que c'est ça que je lui dirais, ou peut-être même que l'assistante Jennifer Schwarz lui a balancé mes arguments, ce qui est tout à fait possible, parce que la déontologie en est à un tel point aujourd'hui que c'est tout à fait possible qu'il et comme il n'avait pas de réponse, eh ben, il a refusé de m'affronter. Hein. Mais en l'occurrence, ces arguments, ils vont pouvoir être portés par Louis Alliot. Et donc, j'en reviens à ma question. Oui, mais Louis Alliot, il faut bien comprendre que Louis Alliot, c'est un homme de droite en cravate, et que moi, je suis un type qui vient de la gauche de Besancenot, d'une certaine façon. Et donc, je pouvais, par rapport à la clientèle de Besancenot, qui était une clientèle de jeunes, de bon esprit, mais souvent un peu naïf, je pouvais lui faire beaucoup de tort. Parce que s'il y a un révolutionnaire des deux, c'est moi, c'est pas lui. Lui, c'est une baudruche. Hein. Donc je crois que c'est ça qu'on lui a fait comprendre. C'est ça qu'il a compris, puisqu'effectivement, au dernier moment, il a refusé de venir face à moi, en disant que si je venais, il ne venait pas, et il a dit comme argument à Jennifer Schwarz, c'est ce qu'elle m'a répété, qu'il était allé sur mon site internet et qu'il avait vu sur mon site internet qu'il n'était pas question qu'il discute avec moi car j'étais un nazi. Alors là, j'invite tous les honnêtes gens et tous les gens qui vont écouter cette interview à aller sur mon site internet alainsoral.com et à me dire s'il y a quelque chose sur ce site qui a des scènes de pas, quelque chose qui puisse faire dire à M. Besancenot que je suis un nazi. Hein. Je pense qu'en plus, on est dans ce qu'on appelle l'inversion transfert, c'est qu'effectivement Besancenot aurait aimé être face à un nazi, parce qu'en fait il aurait pu passer pour un type de gauche ou d'extrême gauche, mais face à moi il serait passé exactement pour ce qu'il est, c'est un petit animateur bobo, entièrement sous contrôle du système, et qui d'ailleurs est très étonnamment pour un révolutionnaire et quelqu'un de subversif, parfaitement servi et, comment dirais-je, échouffouté par les médias. Et moi, ce que j'aurais aimé pouvoir lui dire d'ailleurs dans un entretien, c'est que s'il était réellement ce qu'il prétend être, c'est-à-dire un révolutionnaire et quelqu'un de subversif par rapport au système, et quelqu'un qui veut mettre le système à bas, les médias se seraient occupés de lui comme ils se sont occupés de Le Pen, et qu'il aurait été diabolisé, et qu'il faut une demi-heure de travail de journaliste honnête et d'enquête pour ridiculiser, comment dirais-je, et démystifier le facteur LCR Besancenot. Et ce travail n'a jamais été fait, ce qui est très suspect, ce qui veut dire que Besancenot fait partie du système, comme le comprennent tous les gens qui ont un peu de bouteille et de culture politique. Il n'y a que les gamins qui croient encore que Besancenot est un révolutionnaire, même dans les mêmes gueules de l'info, sur ce plan-là. Et donc pour vous, l'important, c'était pas qu'il y ait quelqu'un du Front National à cette émission? C'était qu'il y ait quelqu'un qui appelle à voter Le Pen comme moi, mais qui ait le profil pour discuter avec Besancenot, c'est-à-dire qu'il puisse montrer que sur le plan, à la limite de l'opposition au libéralisme généralisé, au libre-changisme généralisé, qui peut être une opposition de type pratiquement révolutionnaire, car il n'y a pas de conciliation possible aujourd'hui avec le libéralisme mondialisé, il faut l'affronter, je dirais, un peu brutalement. Hein, sinon on est Bérou, Ségolène ou Sarko. Je voulais démontrer que Jean-Marie Le Pen aujourd'hui comment dirais-je, pour des raisons historiques et des raisons même dialectiques, a beaucoup plus de qualité pour s'opposer à cette mondialisation libérale que Olivier Besancenot et son parti, et que je prétends même que la LCR et Olivier Besancenot sont les idiots utiles de la mondialisation, que les internationalistes pro-sans-papier sont les alliés objectifs, complices ou idiots utiles de la comment dirais-je, du libéralisme qui s'appuie lui aussi sur la régularisation des sans-papiers, et que les sans-papiers de Cachan et de Besancenot
sont les futurs esclaves du MEDEF et que de toute façon, et que Besancenot est entièrement d'accord sur la régulation des sans-papiers avec Alain Madelin, avec Berlusconi, c'est-à-dire avec tous les chantres de l'ultralibéralisme, et que c'est ça que j'aurais pu lui dire peut-être avec une voix de gauche sur le plateau, et c'est ça contre lequel il aurait du mal à argumenter, car il n'y a rien à dire, il fait silence sur ce genre de contradiction. Ouais. Voilà. Et alors pourquoi est-ce que Louis Alliot, par exemple, n'a pas refusé que Besancenot choisisse contre qui il débatte, et pourquoi il n'a pas utilisé la même tactique finalement que Besancenot? Eh ben, je veux dire parce que le Front National est déjà sous-représenté dans les médias et est systématiquement traité de manière inéquitable, puisque comment dirais-je, les clients, les candidats du Front National sont obligés d'accepter à peu près toutes les vilainies et tous les coups bas quand ils vont dans les médias, alors que les autres jamais ou une Ségolène subir, on leur parle très peu de leur feuille de paye, de leur passé, de leur trahison, c'est de leur mariage, de leur les coups bas sont toujours pour Le Pen, et je crois que malheureusement les gens du Front National ont une espèce de culture de la, comment dirais-je, de l'acceptation, parce qu'ils savent que c'est ça ou rien. Et qu'à mon avis, si Louis Alliot n'était pas allé à ma place là-bas, il n'y aurait pas eu, comme la dernière fois d'ailleurs, le contradicteur du Front National face à Besancenot. Ça aurait été comme l'émission d'avant, où il n'y avait pas un intellectuel pour parler de son soutien à la candidature de Jean-Marie Le Pen. Comme aujourd'hui, dans le Parisien, il y a marqué soutien à Le Pen, aucun, dans un article entièrement mensonger. Qui fait passer en plus Dieudonné pour un anti-Le Pen. Ouais. Est-ce que le Front National a saisi le CSA par rapport à cette émission où le Front National n'était pas représenté à travers ses intellectuels? Je crois que c'est pas dans ses habitudes. Je crois que le Front National, les gens de droite ont une qualité, cette droite-là, cette droite à l'ancienne, c'est qu'ils sont passés pas très procéduriers. Ils ont l'habitude d'être dignes du système et d'en prendre plein la gueule, de vivre le deux poids deux mesures, que ce soit face à la justice, face aux médias, qu'ils sont un peu habitués et blindés et qui s'épuiseraient en procédure. Il est évident que ces élections sont on est totalement sorti de la démocratie pour moi avec ces élections, où un ministre de l'Intérieur en exercice est candidat, est à la fois ministre des élections et candidat, il n'a toujours pas démissionné, peut dire en tant que ministre des élections qu'il il aidera Le Pen et Besancenot à avoir leur signature. Moi, je serais peut-être content que Sarkozy aide Le Pen à avoir ses signatures, mais je signale qu'en tant que ministre de l'Intérieur, ça tombe carrément sous le coup de la loi. Hein. On n'a pas le droit de prendre parti pour des candidats quand on est ministre de l'Intérieur dans le cadre d'une élection présidentielle. Donc on est sorti complètement des règles de la démocratie. Sans compter d'ailleurs que moi qui étais sur le terrain et qui cherchais des signatures, c'est absolument faux. Quand Sarkozy dit qu'il aidera Le Pen à avoir ses signatures, c'est pour ne pas s'aliéner le vote Front National. Mais en réalité, sur le terrain, il ne se passe rien. J'ai passé une semaine moi-même à aller chercher des signatures. J'ai ramassé 2 promesses en passant 1200 km sur le terrain, contrairement à ce que dit M. Strauss-Kahn. Aucune signature n'est donnée par les élus de l'UMP. Hein. C'est tout ça, c'est de l'esbrouf, pour ne pas trop s'aliéner les électeurs Front, c'est tout. Hein. D'accord. Alors pour revenir sur le problème originel qui est quand même la télévision publique, là, moi c'est la raison de mon enquête. Ça c'est votre sujet. Voilà. on est un peu parti, mais c'est. Je savais même plus que ça existait encore la télé publique. Très mon livre. J'ai presque oublié que ça existait quoi. Voilà. Mais alors justement, le Front National n'en parle jamais. Même Bayrou en a parlé beaucoup plus que le Front National. Est-ce que dans son programme, il y a des mesures par rapport aux médias et en particulier à la télévision publique? J'ai pas le programme sous les yeux pour vous dire. C'est sûr qu'il faudrait remoraliser tout ça, mais je crois que l'urgence. Je vais vous dire, il y a un côté gentil chez les gens du Front National que les gens ne soupçonnent pas, qui fait que je crois qu'ils sont beaucoup plus préoccupés du projet économique et social pour essayer de sortir la France du marasme. Et je crois que de mesures pour essayer de remoraliser les médias, notamment les médias publics, c'est sans doute dans le projet, mais c'est même pas une priorité, car je crois que la priorité des dirigeants du Front National, c'est d'essayer de sauver la France sur le plan économique et social. Donc j'ai pas en tête des mesures spectaculaires qu'on pourrait attendre d'un parti soi-disant d'extrême droite, de faire le ménage. Je crois que c'est même pas. C'est un sujet que nous n'avons jamais évoqué, par exemple en réunion et en discussion, moi qui fais partie du comité de campagne, vous voyez. Mais vous ne pensez pas que les propositions de Bayrou dans le domaine sont intéressantes? Oui, bien sûr, oui, mais Bayrou il fait un peu oui, il reprend beaucoup de choses dans le fond. C'est Le Pen le premier qui a parlé du problème des médias, de leur domination, qui sont dominés par le monde de l'argent.
Bayrou a repris ce truc-là à Le Pen et peut-être fait des propositions pour oublier qu'en tant que partisan du oui à Maastricht, il ne pourra strictement rien faire sur le plan économique et social, donc peut-être qu'il est effectivement un peu plus sur le sociétal que Le Pen, quoi. Mais alors, c'est vous qui dites que Le Pen, c'est le nouveau De Gaulle, hein, c'est vous qui dites ça? Bah, il se trouve que c'est de l'ironie, mais moi ce qui m'a même mieux, c'est le côté l'ironie hegelienne de l'histoire. C'est qu'aujourd'hui, le seul qui a une stature gaulienne et qui peut s'opposer, on va dire, à l'hégémonie, à la toute-puissance américaine via l'OMC, le FMI et la Banque mondiale, et ben aujourd'hui, il n'y a qu'un seul politique en France qui a cette stature et cette volonté, et ce courage, c'est Le Pen. Donc, effectivement, aujourd'hui, Le Pen, après avoir été son farouche opposant au moment de l'affaire algérienne, se retrouve 40 ans après être finalement son digne successeur. C'est une ironie de l'histoire, mais c'est une réalité. Et alors, je vous pose cette question parce que donc, il y avait une grande culture. Vous savez que quand De Gaulle est arrivé au pouvoir, il a fait en sorte d'avoir un média qui soit totalement à lui, à savoir la télévision, puisqu'il le justifiait. C'est quoi, c'était la création de l'ORTF à l'époque, c'était quoi? Bah oui, il expliquait que la télévision était à lui parce que tous les autres médias étaient contre lui, à savoir la presse écrite qui était encore forte à l'époque et la radio. Oui, oui. Donc, oui, c'est l'époque où Perfit a pris en main l'ORTF. Ouais, il le justifiait aussi par la grandeur de la France et son rayonnement à l'international, d'avoir des valeurs qui étaient transmises par la télévision. Et justement, je pense que le Front National a aussi un discours qui s'en rapproche, même si c'est pas du tout comparable. Mais est-ce qu'il n'y a pas une réflexion par rapport aux médias, peut-être aux nouveaux médias d'ailleurs? Est-ce qu'Internet rentrerait dans cette pensée du Front National à l'avenir, s'il était élu? Il faudrait, oui, vous avez tout à fait raison. Mais je vous dis, moi, j'ai travaillé sur les banlieues, l'économie. On a travaillé sur l'urgence. Nous, l'objectif du front est plus dans l'urgence, c'est éviter que la France s'écroule complètement sur le plan économique et sur le plan social, notamment par les envers. Donc, le problème de la réforme des médias, c'était pas le chantier le plus urgent. Mais même si effectivement, dans la perspective d'un redressement national, effectivement, on pourrait se poser la question. Mais oui, déjà refaire une chaîne publique de qualité et un peu plus qui respecte un peu plus l'éthique. Mais moi, j'ai pas abordé ces sujets en tout cas. Et donc, les journalistes auraient plus à craindre de Bayrou président que de Le Pen président? Peut-être, parce que je crois qu'il y a une tradition au Front National de liberté et de finalement, on sait, quand on a pris tellement plein la gueule avec les médias, qu'on a été soumis à un tel acharnement, une telle malhonnêteté, finalement on est un peu blindé, ouais. On trouve que ça fait partie du jeu, c'est-à-dire que finalement, je crois que Bayrou serait beaucoup plus, a beaucoup moins l'habitude de prendre des coups. D'ailleurs c'est intéressant, c'est comme Bayrou fait partie du système, et là il gêne un peu le système qu'il a fabriqué, parce que c'est un peu un golem. On l'a fabriqué comme faux troisième homme, et puis monter un peu plus loin, en train de se prendre des coups dans la gueule qu'il ne soupçonne pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un type du système comme Bayrou va découvrir ce que c'est d'un seul coup d'avoir le système contre soi pendant un moment très court, qui va être le présidentiel. Et là, il va peut-être réaliser ce que c'est ce qu'implique de courage, ce que nécessite comme courage le parcours d'un Le Pen ou le mien, plus modestement, d'être un réel homme d'opposition. Ça, je crois que c'est ce que Bayrou est en train de découvrir là, avec les perfidies de Simone Veil, avec Strauss-Kahn. Enfin, tu vois, ça va l'instruire. Il n'y aurait pas un esprit de revanche justement au Front National pour avoir été autant diabolisé pendant toutes ces années? Eh ben, moi, je ne l'ai pas senti bizarrement. C'est pour ça que j'ai un grand respect pour Jean-Marie Le Pen. Il y a un espèce de mépris ironique, un espèce de fatalisme assez élégant sur ce plan-là. Et je comprends un peu, moi qui me suis diabolisé de façon ignoble que depuis 2-3 ans, j'imagine un type qui a subi ça, peut-être pas depuis les années 50-60, parce que le contexte était différent, mais en tout cas depuis les années 70, il a pris une énorme distance par rapport à tout ça. Il n'a été que trahi, vilipendé, sali toute sa vie, et justement il est particulièrement cool sur ce sujet. Il dit en gros c'est le prix à payer du courage, de l'intégrité, quand on défend des idées à contre-courant. Je l'ai rarement vu s'énerver. Il a plutôt de l'humour. Et j'ai remarqué ça aussi chez Gollnisch. Ils répondent plutôt à ça par l'humour. Et ça c'est un truc de droite un peu. C'est vrai, il n'y a pas le côté
teigneux et tacticien et technicien du professionnel de l'agite-prop issu de mai 68. Je pense que les vrais salopards sur ce plan-là sont les gauchistes. Parce qu'ils ont une vraie culture de la manipulation médiatique. C'est ce que les gens de la droite nationale n'ont pas. C'est pas dans leur tradition et c'est fait pas partie des. Il y a un certain mépris du bas chez les gens de la droite nationale. C'est pour ça que c'est ce qui me les rend assez sympathiques. Hein. Donc il serait de ce côté d'ailleurs, vous voyez, Le Pen, on lui pose une question sur le 11 septembre, il y répond en son âme et conscience, il sait très bien que ça va être utilisé contre lui, mais il n'a pas envie de faire de la langue de bois, et il met un point d'honneur, effectivement, à être dans ce qu'on appelle le politiquement incorrect, c'est-à-dire finalement de défendre ses valeurs tranquillement, et il sait très bien ce que ça va lui attirer comme emmerde. On le voit encore, là, il a fait un jeu de mots devant les chasseurs sur la chasse au chapon dans le marais de Paris et dans le marais Poitevin ou je sais pas trop quoi, et immédiatement, il y avait des petites associations gays qui ne représentent qu'eux-mêmes, où il y a en général 3 personnes qui touchent des subventions, qui disaient ils nous comparent à du gibier, ils nous traitent de sous-hommes. Enfin, il y avait une tentative de surexploitation malhonnête de quelque chose qui est un jeu de mots, vous voyez, hein, un jeu de mots anodin et bien dans la tradition gauloise. Enfin, et systématiquement avec cette gauche cette gauche dialecticienne, et ça est malheureusement le pire héritage de mon monde. C'est-à-dire de féminisme, il y a systématiquement la surexploitation, c'est un travail d'avocat à l'américaine, de toujours essayer de tirer le maximum de la moindre petite phrase pour essayer de faire le maximum de dégâts. Hein. On a vu sur l'incident, ils ont essayé de refaire un point de détail avec l'incident. Ils ont vu que sur les sites internet, y compris celui du Nouvel Obs, 80% des gens donnaient raison à Le Pen. Et du coup, ils ont arrêté du jour au lendemain parce que c'était contre-productif. Mais si ça avait marché un peu mieux en termes de stats et de sondages, ils se seraient acharnés sur l'incident. Mais vous pensez que c'était un incident? Oui, bien sûr, oui, c'est un incident. Oui. Moins de 3000 morts, quand on voit ce que ça a déclenché après, oui. Enfin, je ne pense pas que c'en était un, je pense qu'on avait le droit de le dire. Oui. Je ne vois pas pourquoi, quand l'OTAN bombarde Belgrade, quand l'embargo sur l'Irak fait 500 000 morts chez les enfants en bas âge, là on est dans l'obscénité du roman de Beck BD qui s'appelait Windows on the World, qui disait en gros que le 11 septembre était la chose grave qui soit arrivée depuis Hiroshima, en gros, était une obscénité totale. C'est quelque chose de très important sur le plan symbolique et sur le plan de ce que ça a déclenché, puisque ça a permis la réinvasion de l'Afghanistan, l'invasion de l'Irak, augmentation des crédits de guerre aux États-Unis, loi d'exception votée pour contourner complètement la Constitution américaine et mettre les pleins pouvoirs dans la main des néoconservateurs. Ça c'est ça le drame du 11 septembre. Hein. Le vrai drame du 11 septembre. Le reste, effectivement, c'est très spectaculaire et symboliquement très puissant, mais je ne vois pas pourquoi 3000 morts américains vaudraient plus cher que 500 000 morts irakiens. Sinon, il faut nous dire qu'on est dans une vision racialiste, il faut l'assumer. Hein. Parce qu'un Américain vaut plus cher qu'un bougnoul, quoi. C'est parce que c'est l'acte de terrorisme qui a fait le plus de morts en une seule fois. Voilà. Ah bon? Vous êtes sûr? Ça dépend ce qu'on donne comme définition à acte de terrorisme. Ce qui se passe en ce moment en Irak, c'est... Il n'y a pas eu 3000 morts d'un coup en Irak. Ouais, bah, plusieurs centaines de mille, mais pas d'un coup. Ouais, ça a été, ouais, on peut dire ça comme ça, oui. Je sais pas, le tsunami a fait beaucoup plus de morts. Bon, c'est pas un acte terroriste, mais moi, je conçois qu'on ait pu parler d'incident parce qu'on voulait effectivement relativiser à cause du nombre de morts, oui, voilà. Bon, de toute façon, c'était pas le... Mais pour en revenir à ça, donc vous nous dites, Jean-Marie Le Pen ne sera pas tenté, par exemple, de nationaliser toutes les entreprises de médias en France, ou en tout cas de télévision. Ce n'est pas faisable techniquement, et je pense que Le Pen est un réaliste. Je pense que c'est les gens qui croient que si Le Pen prenait le pouvoir, irait, je sais pas trop ce qu'il ferait, il ferait construire 15 porte-avions, il proposerait de réenvahir la Pologne, enfin je veux dire c'est n'importe quoi. On est dans un contexte objectif, et je crois que le maximum que pourrait faire Le Pen, c'est d'essayer de sortir la France du piège mortel dans lequel elle est, qui est un piège essentiellement économique. Hein, ce serait essayer de résister au diktat de l'Organisation mondiale du commerce, dont Bruxelles est le cheval de Troie et le bras armé, et ça serait de poursuivre dans la logique du non à la Constitution européenne. En fait, on est dans le sérieux. Je crois que Jean-Marie Le Pen est un homme politique sérieux. Hein. Il sait ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Je crois qu'il y a beaucoup de fantasmes derrière. Hein. Disons que
peut-être des Français se demandent si il y avait un attentat qui tue 3000 personnes en France, si le président Le Pen disait écoutez mes chers compatriotes, ce ne fut qu'un incident, peut-être ça serait mal compris. Oui, mais ce qui fait là la petite différence, excusez-moi, moi je suis français, je suis patriote, c'est que si ça se passe en France et que c'est 3000 morts français, c'est pas pareil que si ça se passe à l'étranger. Je veux dire, on le sait très bien. Quand il y a un avion qui s'écrase quelque part, on vous dit il y a eu 150 morts, dont 2 Français. Vous voyez, les gens se disent il y avait 2 de nos compatriotes dans l'avion. Et le reste, c'est un peu abstrait. Donc je pense qu'effectivement, s'il y avait un attentat en France avec 3000 morts, ce serait pas un accident parce que ça serait en France. Mais les États-Unis, France, voilà, pour Sarkozy, oui, mais c'est ce que peut-être que Le Pen voulait faire remarquer de façon un peu agacée pour les gens qui mettent systématiquement les États-Unis au centre du monde et au centre de notre monde. Moi, j'ai un très grand respect pour les États-Unis, j'ai un très grand respect pour le président Bush qui défend, à mon avis, de façon très cohérente les intérêts de son pays, mais justement, c'est parce qu'il défend les intérêts de son pays de façon très cohérente qu'il ne défend pas les nôtres. Et c'est ça le sujet, vous voyez. C'est que moi, quand je vois un type comme Sarkozy aller aux Nations Unies, je crois, et parler de l'arrogance de la France, c'est-à-dire aller cracher sur le pays dont il veut être président de la République en disant que, en gros, qu'on pète plus au clos de cul et qu'on n'a pas les moyens de nos prétentions, là, je suis très inquiet. Mais il est revenu sur cette déclaration, apparemment. Hein. Oui, il est revenu parce qu'effectivement, il a vu qu'il perd des points dans les sondages et que c'est un type qui ne fonctionne qu'à l'étude de marché et au sondage. Donc c'est pour ça qu'il dit tous les jours quelque chose de différent et d'incohérent et d'incompatible. Mais ça, c'est très inquiétant, d'ailleurs. D'accord. Bah, écoutez, il sera bien question de gouverner, quoi. Est-ce que vous voulez conclure sur en fait la raison de cette interview qui nous a emmené, et c'est normal en cette période de campagne électorale, sur d'autres sujets, mais est-ce que sur cet événement donc de vos 2 désinvitations d'une mission de service public, d'ailleurs j'aurais pu vous demander si vous aviez été invité à l'émission de Guillaume Durand où étaient invités 2 autres intervenants qui l'ont été à Riposte, à savoir Alain Minc et Alain Finkielkraut. Non, bien sûr que non. Guillaume Durand m'a invité une fois, d'ailleurs, parce qu'il s'y était engagé, et il m'avait invité en 2 fois. Déjà, il avait été obligé de me désinviter, il m'avait réengagé, parce que cette fois-là, c'est Bernard-Henri Lévy qui avait interdit que je vienne. Et d'ailleurs, à l'époque, Guillaume Durand m'avait dit, qui est un garçon assez honnête en privé, écoute, je ne peux pas t'inviter. Bernard-Henri Lévy m'a appelé à 2h moins le quart du matin pour me donner l'ordre de te virer. Donc je lui avais dit, donc toi Guillaume Durand, animateur du service public, Bernard Lévy peut t'appeler à 2h moins le quart du matin chez toi pour te donner la liste des invités. Et il m'a dit oui. Il m'avait répondu, un peu honteux, bah oui, c'est comme ça. Voilà. Donc j'aimerais bien savoir d'où vient le pouvoir de Bernard Lévy de pouvoir, pareil, en appelant des animateurs à 2h30 du matin, à 2h moins le quart du matin chez eux. Donc j'ai fait une fois l'émission de Guillaume Durand, je ne l'ai jamais refaite. J'ai été pressenti encore 1 ou 2 fois après et l'invitation n'a jamais abouti. Depuis quelques temps, enfin depuis 2 ans, je suis quelqu'un de régulièrement invité par les émissions majeures et les invités au dernier moment. C'est absolument systématique. Ça a dû m'arriver 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois à peu près là, ces derniers temps. C'est pour ça que quand on m'invite, j'attends le moment où je vais être désinvité. C'est le jeu, quoi. Je dis, bah tiens, j'ai été invité à télévision, je vais voir combien de temps ça va mettre avant que je sois décommandé. Et c'est systématiquement le cas. Maintenant, vous le rendez public, ce que vous ne faisiez peut-être pas avant avec l'histoire. Oui, moi, quand j'ai été invité, je vais vous dire, quand j'ai été invité pour la 2e fois à l'émission Riposte, je l'ai mis immédiatement en ligne sur mon site parce que je savais que je serais désinvité. Vous voyez et d'ailleurs, je l'ai dit à Jennifer Schwartz, je le mets sur mon site, au moins comme ça, après, je pourrais communiquer si je suis désinvité. Il m'a dit, mais non, ça sera confié. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, ils m'ont envoyé la convocation, ce que j'ai mis aussi sur mon site, parce que dans d'autres cas, il y a des gens sont capables de mentir en disant non, il n'avait pas été invité, il avait juste été vaguement pressenti. Alors que j'ai déjà entendu ce genre de réponse, alors que j'avais l'invitation par fax ou mail avec le plan du parking. Les gens n'hésitent pas à mentir quand ils sont coincés. Donc pour conclure, vous diriez je dirais, ce qui m'intéresse, c'est de voir combien de temps encore. Moi, je n'ai pas une obsession d'aller dans les médias officiels. Ce qui m'agace, c'est que j'ai des choses à dire, que beaucoup de gens pensent que j'ai des choses à dire, que je ne suis pas quelqu'un de ne pas écouter. Je ne suis pas quelqu'un que les gens n'écoutent pas dans les médias. Je suis quelqu'un, au contraire, que les gens aiment bien entendre. J'étais aux grandes gueules, on m'a viré d'ailleurs des grandes gueules. J'étais à l'émission Je refais le monde, on m'en a viré. Je suis le mec qu'on a viré de partout, mais pas parce que les gens n'aimaient pas ce qu'il disait, mais parce que justement, je disais trop et les gens m'aimaient trop bien. Donc ça m'intéresse de voir combien de temps encore je serai banni des médias, et s'il va falloir à un moment donné, parce que c'est une stratégie aussi, se passer complètement des médias officiels et essayer
exister ce que je fais à peu près aujourd'hui, d'exister entièrement sans eux, et puis de voir en fait comment finira cette espèce de guerre entre les médias complètement vidés de toute substance et le fait que les gens ont envie d'entendre des choses que des gens comme moi disent et qu'ils ne les entendent plus dans les médias officiels et qu'ils les quittent. Parce que si on veut employer une métaphore qui résume tout ça, on a aujourd'hui des journaux soi-disant majeurs comme Libération ou Le Monde qui vendent à peine 100 000 exemplaires par jour. C'est-à-dire que plus personne ne les lit. Quand on sait ce que c'est qu'un média important papier dans une démocratie, un journal qui a 100 000, c'est misérable. Donc en fait, ces gens-là, à force de trahir leurs fondamentaux, de mentir, d'être entièrement instrumentalisés par le monde de l'argent, ont finalement, il y a une morale immanente, c'est que progressivement, sans même exactement comprendre pourquoi, mais de façon intuitive et subliminale, les ont quittés tout simplement. C'est-à-dire que Libération et Le Monde, aujourd'hui, sont des journaux sans lecteurs. Comment se porte l'extrême droite? Comment se porte la presse d'extrême droite? D'abord, moi, je ne sais pas trop ce que c'est que l'extrême droite. Je connais la droite nationale, qui n'est plus spécialement de droite, donc je connais la cause nationale. Et la presse d'extrême droite, ce que je disais de la presse d'extrême droite, je la connais peu, je la lis peu. Elle vit évidemment sans publicité, puisqu'il serait inconcevable dans le monde qui est le nôtre. Et là, je vous invite à y réfléchir, que des organes de presse qui se revendiquent des idées des idées, on dirait, d'idées populistes et patriotiques puissent avoir de la publicité. Donc c'est en ça qu'ils ne vivent que de... Ils vivotent, quoi. Mais cette presse-là se porte beaucoup moins bien qu'il y a 20 ou 30 ans. Elle est à la fois vivace puisqu'elle vit de ses lecteurs et elle en a quelques-uns, puisque je vois qu'il y a un canard comme Choc du Mois qui fonctionne. Il y a deux éléments qui fonctionnent, mais ce sont des organes de résistance qui fonctionnent que sur leurs lecteurs, avec peu d'argent. Et on voit bien aujourd'hui que que ces organes-là ont un peu pris la place des, les organes d'extrême gauche ou les organes libertaires dans les années 60-70. Moi, je suis persuadé que si Choron était encore vivant, si Coluche était encore vivant, si Pasolini ou Genet revenaient aujourd'hui, ils appelleraient, évidemment je fais parler des morts, mais ils appelleraient au vote Front National aujourd'hui comme vote subversif, comme vote anti-système. Comme De Gaulle et Marx. Comment? Comme De Gaulle et Marx, c'est ça? De Gaulle, non, c'est difficile de dire que De Gaulle appellerait pour voter pour quelqu'un d'autre que lui-même, mais je crois qu'aujourd'hui, les gens un peu intelligents sont en train de s'en rendre compte que l'homme aujourd'hui qui incarne le rejet, le refus du système et la résistance sérieuse au système, c'est Jean-Marie Le Pen. C'est sûrement pas Olivier Besancenot. Et c'est ça qui est intéressant. Et je crois que cette vérité, moi, un peu plus d'avance et de courage que les autres, parce que j'ai souvent de l'avance. C'est pas parce que je suis plus intelligent, mais un peu plus courageux. Parce que quand on lit les interviews, les dernières interviews d'Emmanuel Todd, je vois pas ce qui l'empêche à la fin d'appeler à voter Front National. Quand on voit, je crois, la dernière interview qu'il a donnée dans Télérama. Il est strictement sur mes positions. Quand on lit Michéa, quand on écoute ce que dit Zemmour, je vois pas ce qui empêche ces gens-là d'appeler aujourd'hui pour Jean-Marie Le Pen, à voter pour Jean-Marie Le Pen, sinon la trouille d'être détruit professionnellement, quoi. Parce que ce sont soit des professionnels des médias qui en vivent, soit des fonctionnaires, puisqu'ils sont sous profs. Donc ils n'ont pas la liberté que j'ai, moi, franc-tireur, quoi. Oui, et puis je pense qu'ils ne veulent pas être associés non plus aux petites phrases dont vous parliez tout à l'heure. C'est insignifiant tout ça. Je veux dire, c'est pas... Quand il s'agit de sauver la France, 2 petites phrases qui ont été dites il y a 20 ou 30 ans, c'est l'enculage de mouche. L'incident c'était plus récent et l'occupation allemande n'a pas été particulièrement inhumaine, aussi récent. Oui, mais malheureusement, évidemment, c'est un débat qu'on n'a pas le droit d'avoir, mais je vois pas en quoi, si on compte pays d'Europe de l'Est, ça pouvait avoir un sens, oui, pour les gens qui connaissent réellement l'histoire et qui ont de l'honnêteté. Oui, il suffit de regarder les statistiques et les chiffres et de faire un comparatif des pays qui ont été occupés par l'armée allemande, et vous verrez que ça n'était pas dénué de sens de le dire, oui. C'est une parole d'historien, pas d'homme politique, mais on va dire d'historien, oui. Alors, on va terminer sur une dernière question là qui me vient en parlant, c'est que donc j'ai parlé avec Madame Schwartz du fait que... Mademoiselle Schwartz, c'est pas la 28 ans. Je ne sais pas son âge, mais moi aussi j'ai 28 ans et je suis marié, et donc je lui disais, parce qu'elle me répondait, mais Alain Soral est sous le coup d'une procédure judiciaire, etc. Et je lui disais, mais Alain Finkielkraut est sous le coup de cette procédure judiciaire. Et j'étais d'autant mieux placé pour le savoir que j'ai été à Bourg-la-Reine où il a donné une conférence sur l'école. Il en a été empêché par des ultras pro-palestiniens.
certains de vos amis, je pense. Enfin, en tout cas, Non, j'ai pourquoi des petites phrases, certains de mes amis. Je suis pas ultra pro-palestinien, moi. en tout cas, Pas de, je sais pas, moi je suis ultra anticommunautaire, ça c'est autre chose. d'accord, mais enfin, je faisais référence. Et sensible à la souffrance des Palestiniens, ce qui est la moindre des choses. Mais En fait, je faisais les référence. 3 quarts des pro-palestiniens me crachent dessus, je vous signale. Hein. Ah bon, d'accord. Mais je faisais Oui, bien sûr. Oui. à votre engagement à Euro-Palestine. Mais bon, ça Je n'ai jamais été à Euro-Palestine déjà. C'est moi qui en ai fait sortir Dieudonné. Euro-Palestine est une organisation bizarre qui a beaucoup d'argent, on ne sait pas trop bien d'où vient cet argent, orchestré par M. Chachani et Mme Zemmour, et ce ne sont pas mes amis. Je veux dire, la seule chose que j'ai fait avec Euro-Palestine, c'est d'accepter de monter à la tribune à la demande de Mme Zemmour pour lire une série de citations d'hommes politiques qui supportaient inconditionnement Israël, qu'elle m'avait écrite elle-même sur une feuille de papier. Voilà. Et par contre, j'ai fait une déclaration solennelle qui est sur mon site internet, pourquoi je me désolidarisais de cette organisation dont je n'ai jamais fait partie, mais surtout c'est moi qui ai poussé Dieudonné à la quitter, voilà, cette organisation. Donc ce ne sont pas des amis d'Euro-Palestine, ils m'ont chié dessus, et je trouve qu'Euro-Palestine, ils sont très louches. Et je me méfie terriblement d'ailleurs de toutes ces organisations pro-palestiniennes qui se tirent dans les pattes systématiquement, et qui finalement n'aboutissent jamais à rien, qui a traqué les bons antisionistes des mauvais antisionistes. Je me tiens très loin de ces organisations-là, et simplement je suis effectivement touché humainement et émotionnellement par la terrible souffrance qu'endure le peuple palestinien. Une souffrance qu'ils n'ont pas méritée, petit peuple pacifique qui n'a jamais emmerdé personne depuis la nuit des temps, donc ça, effectivement, on ne pourra pas me le retirer. Oui. si, ils ont un peu emmerdé les Libanais, mais c'est une parenthèse. Et donc, moi, je faisais référence en fait à Bourg-la-Reine où il a été empêché de faire une conférence sur l'école au prétexte qu'il était raciste, etc. Et donc, c'est là où j'ai appris qu'il avait 7 procès en racisme. Et donc, je le rappelais à Mademoiselle Schwartz peut-être, donc Oui. qu'il ignorait. Je disais, mais quelle différence finalement entre Finkielkraut qui est sur votre plateau alors qu'il a 7 procès en racisme et Alain Soral qui en a un seul. Et Je n'ai jamais été condamné en plus. Hein. Pas de voilà, il y a la présomption d'innocence que je lui judiciarisation. Hein. Donc déjà, mais oui, parce que Mademoiselle Schwartz, qui est une brave jeune fille, et si vous lisez mon bouquin vers la féminisation, il y a un chapitre qui s'appelle la jeune fille de l'utilité de la jeune fille bourgeoise de gauche. Elle a gobé tous les standards et tous les stéréotypes du système. Donc je suis a priori pour elle un type condamné déjà, hein, condamné et condamnable, parce que je n'ai pas le bon profil. La première chose dont elle m'a parlé quand je lui ai parlé quand on a parlé du programme du Front qui était la préférence nationale, c'est le problème des pauvres sans-papiers qui étaient là depuis 20 ans et qui travaillaient depuis 20 ans et qui avaient des enfants scolarisés qui réussissaient dans les études. C'est-à-dire que je ne sais pas statistiquement de qui elle parlait, et elle voyait le problème de la destruction de l'économie française et de la cohésion sociale française par l'immigration sauvage. Elle voyait ça par le petit bout de la lorgnette qui était le cas du sans-papier qui travaillerait depuis 20 ans en France, qui serait parfaitement intégré. Ce qui est quand même très bizarre qu'on puisse travailler pendant 20 ans en France sans papier, on n'est pas parfaitement intégré. Mais elle voyait, c'était des problèmes beaux quand on a une telle gourde, vous voyez, et qu'effectivement, moi ce que j'ai remarqué, c'est quand une fille est un peu formée en sciences politiques et un peu intelligente, on lui file pas ce genre de boulot, quoi. Hein. On file toujours ce genre de boulot au plus idiote. Le système est bien fait. Hein. Je précise que Jennifer Schwartz a un droit de réponse, évidemment, si elle le souhaite pour la prochaine fois. Mais je remarquais effectivement dans ma conversation avec elle qu'elle vous trouvait très caricaturale et pas au niveau. Et puis finalement, elle avait quand même pensé à vous avant, et donc vos positions étaient connues depuis longtemps. Je crois qu'elle n'a pas le niveau intellectuel pour comprendre le tiers de ce que j'ai essayé de lui expliquer. Elle n'a lu aucun de mes livres, elle l'a reconnu. Elle n'était pas allée sur mon site internet. C'est-à-dire que quand elle est venue me voir avec son petit carnet dans un café, elle ne savait strictement rien de moi. Et elle avait, à mon avis, tous les préjugés de la bourgeoise de gauche, un culte de 28 ans, qui a peut-être fait vaguement une école de journalisme et qui est toute contente d'essayer de percer dans les médias parce qu'elle n'en voit pour l'instant que les bons côtés. Reparler avec cette jeune fille quand elle aura 35 ans ou 40 ans. Elle aura compris, mais ce sera trop tard. Je vis ça, moi je suis dans le circuit depuis j'ai publié mon premier bouquin en 84. J'ai vu cette situation se répéter 30 fois. C'est-à-dire des filles de 25 ans m'insulter ou me prendre pour un crétin ou un nazi, et je les recroise 10 ans après, un peu plus fatiguées, un peu plus dépressives, et avoir compris à quelle sauce le système les avait mangées et à quel point elles avaient été les idiotes utiles du système, et me dire j'étais bête, je n'avais pas compris. Je dis oui, non, maintenant que tu as compris, c'est trop tard, et de toute façon, ils t'ont viré. Parce que, voilà. Et je lui ai d'ailleurs prophétiquement dit que c'est exactement comme ça que ça finirait pour elle aussi, et qu'on en reparlerait dans 10 ans, et que dans 10 ans, elle me donnerait raison. Mais le problème, c'est que
le système se survit comme ça très bien en divisant pour régner, en mettant en place des gens qui n'ont encore pas compris et en s'arrangeant pour que les gens qui aient compris soient mis sur la touche. Jean Baudrillard lui-même avait été mis sur la touche ces dernières années, si vous vous intéressez à son cas. Je connaissais bien Jean Baudrillard, c'est un ami c'est quelqu'un que j'ai connu au début des années 80. J'ai très bien vu quand il a été interview le philosophe des coiffeurs branchés de Libé, et puis quand à un moment donné il s'est mis à être un peu critique sur Israël, sur le 11 septembre, quand il s'est mis à soutenir Dieudonné, comment on l'a sorti complètement du système. Hein. Et il était peut-être plus crédible, plus intelligent que moi, mais il a subi le même sort pour les mêmes raisons. Et maintenant il est loué un peu partout, quoi. Bah, une fois qu'il est mort, on peut en dire du bien, mais ce qui est sûr, c'est qu'on le voyait très peu et on l'entendait très peu depuis quelques années là. Hein. Et si vous vous intéressez à lui, regardez ce qu'il a dit sur le 11 septembre, écrit sur le 11 septembre, ce qu'il a dit sur l'affaire Dieudonné, il avait été courageux. Ouais. Et donc pour revenir sur Mademoiselle Schwartz, elle vous avait quand même contacté, donc ce qui démontre une certaine... Elle m'a contacté, elle m'a donné rendez-vous, elle a insisté pour qu'on se voit au plus vite. J'ai fait l'effort de lui parler pendant 1h30 ou 2 heures, avec toujours le même enthousiasme et le même espoir d'être compris. Et je crois malheureusement qu'elle n'avait pas son idiosyncrasie lui permettait pas de comprendre exactement ce que je lui disais, quoi. Et qu'elle est peut-être même persuadée aujourd'hui que Besancenot que moi je suis un dangereux extrémiste. Je veux dire, ce que vous voulez. Le système est bien fait. Je veux dire, il y a une division du travail social et il y a une organisation. Enfin, je veux dire, tout ça est très intelligent et fonctionne très bien. On voit très bien aujourd'hui que les animateurs de débats politiques sont de plus en plus des gamins sans culture et souvent des jeunes filles d'ailleurs plus ou moins de bonne famille, hein, rarement des jeunes filles issues du peuple. Et cette évolution, je l'ai moi-même théorisée dès 1996 dans la deuxième partie de mon bouquin Sociologie du dragueur, je ne sais pas si vous l'avez lu, que j'ai repris en 99 dans Vers la féminisation. J'ai expliqué tous ces mécanismes-là de A à Z. Voilà. Moi, je me suis... D'ailleurs, cette jeune fille m'a dit qu'elle avait lu le bouquin et qu'elle n'avait pas aimé. Évidemment, elle n'avait pas aimé. Moi, pour vous dire la vérité, je ne sais plus si c'était vers la féminisation ou sociologie du dragueur, mais j'ai arrêté quand vous expliquiez que vous draguiez une femme enceinte dans un parc. Oui, alors c'est quoi le problème? Ça m'avait, disons, je m'étais dit, voilà, mais j'étais jeune, hein, j'avais 19 ans. Oui, vous étiez jeune, alors oui. Et bon, ça m'avait choqué, voilà. Oui, pourquoi on ne pourrait pas draguer une femme enceinte? C'est une pratique subversive, la drague, donc effectivement... Mais moi, c'est très loin du sujet. Hein. Moi, je vous parlais de la théorie de la jeune fille, là. On est loin, qui est une théorie... Vous demandiez si j'avais lu vos livres, donc je vous dis. Et si vous êtes arrêté, si vous avez lu Vers la civilisation et que vous êtes d'ailleurs dans Vers la civilisation, il n'y a pas d'histoire de drague, puisque c'est la deuxième partie. Mais lisez Vers la civilisation, on le ressort dans un mois, là, je crois, ou même un peu moins. Non, c'était... Vous verrez... C'était peut-être Sociologie d'un dragueur, mais oui, j'avais été choqué, mais c'est normal, hein, que vous pouvez aussi choquer vos lecteurs, c'est pas interdit. Oui, surtout quand ils choquent de pas grand-chose, et puis un écrivain qui choque pas, sinon il faut lire Anaga Valda ou comment dirais-je, ou Marc Lévy, hein, il y a moyen. Hein. Mais moi, on peut être choqué en lisant Proust si on le lit bien. Hein. Ouais. Tout à fait. Ok. Bah écoutez, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Alain Soral d'avoir accepté cette interview. D'une heure finalement. Et puis, écoutez, bonne continuation dans cette campagne. Les 500 signatures, ça se rapproche? Il en manquait encore aujourd'hui une 50aine. Et si le Front National les a, il les aura après des souffrances inouïes qui lui auront coûté beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie. Et ça, un jour, on pourra d'ailleurs réellement, je pourrais vous fournir des pièces, une fois qu'il sera passé, sur les milliers d'appels téléphoniques qu'il a fallu passer, les milliers de fiches qu'il a fallu faire pour savoir si des maires, on pouvait aller les voir, etc. Et toute cette énergie a coûté énormément d'argent et a été au détriment de la campagne elle-même, parce que pendant qu'on mobilise l'appareil là-dessus, on ne le mobilise pas sur la campagne elle-même, hein, c'est-à-dire les idées. Et je crois que les Français ont quand même compris là, avec ces présidentielles, que la France est en train de sortir réellement et totalement de la démocratie, et qu'on voit que M. Chivardi, qui m'est assez sympathique, et qui a des idées qui sont assez proches de celles du Front National d'aujourd'hui, hein, sur la défense de l'emploi français, etc., lui a dit qu'il avait déposé le Conseil contre 150 signatures, alors qu'il représente 1,5% des électeurs, le Parti des travailleurs, le PT de M. Gluckstein, et que Le Pen, qui est à mon avis pas loin des 20% dans les sondages, n'arrive pas à avoir ces 500 signatures. Il y a quelque chose d'étrange dans ce pays. Il a dit qu'il avait combien de signatures, M. Chivardi? 550, il dit. Il dit qu'il les a et qu'il les a déposées au Conseil constitutionnel, déjà. Donc M. Chivardi arrive à avoir 500
150 signatures de maire, mais M. Le Pen n'arrive pas, est obligé de mobiliser un appareil quand même assez important, qui est mobilisé depuis des mois et des mois, et avec des fortunes dépensées. Hein. Je crois que quand on met bout à bout ce qu'a coûté le travail de quête des signatures, ça coûte 150 000 € par signature, hein, en argent dépensé. Il faut le savoir. Hein. Quelle signature 4 signatures, 150 000 €? Non. Les 500 signatures, quand on voit ce que ça a coûté au Front National de mettre en place l'organisation de quête des signatures, en termes de frais, d'essence, de nuit de téléphone, de permanent, etc., ça aura coûté, s'il faut 500 signatures, 150 000 € par signature. C'est clair. Car vous faites 500 fois multiplié par 15 000 € et vous avez le budget qui a été dépensé pour essayer de récupérer ces 500 signatures qui ne sont vraiment qu'une formalité administrative. C'est-à-dire que c'est non seulement épuisant, c'est non seulement scandaleux, mais c'est ruineux aussi. Vous voyez. Et alors des partis comme le PT qui n'ont pas d'argent, eux, ont réussi tranquillement à une poignée, parce qu'il faudrait me dire, j'ai rien contre les idées du PT d'ailleurs, que je trouve assez proche de celle du Front d'aujourd'hui, mais comment eux ont pu aller chercher 550 signatures sans trop de problème en étant une minuscule structure, quoi. Hein. Il y a quelque chose de pourri au Royaume de France. Hein. Eh ben, ça sera le vrai mot de la fin cette fois. Oui, il va falloir finir. Merci Alain Soral pour votre temps et bonne continuation. Ok, merci à vous, au revoir. Au revoir.